On va démarrer en parlant du DataVis. Le DataVis, c'est un gros morceau sur lequel on travaille depuis maintenant de nombreux mois. L'objectif de ce travail, c'est parti d'un constat en fait lié au tableau de bord. Les tableaux de bord sont, comme vous les connaissez tous, actuellement accessibles via ce qu'on appelle le carrousel, qui est une fonctionnalité qui est présente depuis le début de l'application, donc depuis de nombreuses années maintenant, et qui, bien qu'ayant ses avantages, ayant été bien éprouvé, une efficacité qui n'est plus à démontrer, a quand même un certain nombre de limites liées notamment à sa technologie, à ses propres limitations fonctionnelles. Donc on a décidé de faire table rase de ce module-là et de construire une nouvelle proposition de tableau de bord beaucoup plus modulaire, beaucoup plus actuelle, basée sur des widgets. Donc l'idée ici, ce n'était pas de dire vous avez passé du temps à designer des tableaux de bord pour vos besoins, pour vos équipes, des tableaux de bord clients, des tableaux de bord internes. Maintenant tout ça vous oubliez, vous les jetez, il faut tout refaire. Pas du tout. L'idée c'est de dire on part de la base que vous avez pu construire et on enrichit cette base au sein d'un framework, d'une techno beaucoup plus actuelle qui va nous permettre de mettre ces différents tableaux de bord en parallèle sur un même affichage avec des tailles variables, de combiner aussi bien des maps applicatives que des listes des statuts, que des suivis du parc par famille, le tout sur un même tableau de bord, de pouvoir dupliquer ces tableaux de bord très facilement. On a tout un tas de fonctionnalités que je vais vous présenter qui vont être liées à ça. Donc l'idée c'est bien, et ça c'est important que ce soit compris, de construire sur la base existante et non pas de la supprimer totalement et de perdre au passage tout le bénéfice et le temps qui aura été passé sur ces tableaux de bord. Donc en bref, qu'est-ce que c'est? Je vous l'ai expliqué, des tableaux de bord modulaires, des modèles historiques qui deviennent donc ce qu'on va appeler des widgets. On va voir ce qu'est un widget et on va voir qu'on a également défini de nouveaux widgets qui ne sont pas du tout basés sur des tableaux de bord historiques. Un mode public-privé, du défilement temporisé, tout ça on va le voir plus en détail. Donc le DataVis, on va le retrouver au niveau du menu dashboard dans un sous-menu, et ça on va voir que ça fait partie également des nouveautés à partir de la version 4.0, donc qui est déjà en production sur la plupart des plateformes, et déjà de la plateforme SaaS et un certain nombre de plateformes dédiées, qui est l'affichage de sous-menus à partir des onglets du menu supérieur. Ce qu'on a souhaité faire aussi ici, c'était de permettre de fournir un nouveau chemin qui, on a eu d'assez bons retours d'ailleurs sur le sujet, qui permet d'accélérer un petit peu la navigation, de réduire les clics et de savoir de se positionner directement où on veut aller, donc de ne pas avoir à charger 2 pages avec 2 clics successifs quand on veut aller à un sous-menu bien défini. Ça optimise également les temps de navigation, les temps de chargement là-dessus. Donc le DataVis, on va le retrouver dans l'onglet dashboard. L'onglet dashboard qui va contenir 2 entrées. L'entrée classique qui va représenter ce que vous connaissez déjà, qui sont les carousels, finalement, le carrousel avec vos différents dashboards, et un point d'entrée DataVis qu'on va voir plus en détail et qui va nous permettre de construire des tableaux de bord nouvelle génération via donc ce point de menu qui va être nouveau dashboard. Et la première chose qui va nous être demandée ici, ça va être de saisir un titre. Fonctionnement finalement assez classique. Et il va également nous être demandé, avec un choix par défaut qui est sur public, de définir le niveau de visibilité, de confidentialité on peut dire, plutôt de visibilité, de ce tableau de bord. Si vous utilisez déjà un petit peu les tableaux de bord au niveau de ServiceNav, dans l'onglet configuration reporting, donc toute la partie carousel, partie actuelle, vous avez remarqué qu'il est déjà possible, quand vous créez ou modifiez un tableau de bord, de définir un niveau de visibilité. Le tableau de bord public sera visible et utilisable par toutes les personnes ayant accès à la société auquel il est rattaché, ou à une société au-dessus, et le tableau de bord privé sera par définition visible uniquement par vous-même. Donc là, le but, ce n'est pas tant de mettre des droits
puisque la donnée peut être accédée par d'autres moyens. C'est plus une question, c'est pour ça que j'utilise plutôt le terme visibilité, c'est de dire on ne va pas polluer dans un ensemble de tableaux de bord, dans un carrousel et maintenant dans une liste de tableaux de bord comme on la voit ici, on ne va pas polluer les utilisateurs ou les équipes qui n'ont pas d'usage d'un tableau de bord qu'on a fait pour nous-mêmes ou pour un collègue. Donc effectivement, on va pouvoir choisir ici le public ou le privé. On va rester par défaut en public. Il sera donc visible par tous les utilisateurs. À la création d'un tableau de bord, DataVis, on va avoir à gauche une bibliothèque de widgets, ce qu'on va appeler des widgets qui vont nous permettre de représenter l'information, de visualiser l'information et d'agir dessus comme on le faisait déjà au niveau du carrousel avec des tableaux de bord uniques, on n'en avait qu'un par écran. Une des grandes forces du DataVis, c'est qu'on va pouvoir moduler, donc adapter les tailles et le positionnement des différents widgets. Bien sûr, un tableau de bord peut être renommé, on a le petit crayon à côté de son nom. Et on va pouvoir ajouter différents widgets que je vais vous détailler juste après un par un. On va avoir aussi bien des widgets qui vont être issus de l'historique, c'est-à-dire la liste des statuts, le suivi du parc par catégorie, par famille, les cartes géographiques par équipement, par service utilisateur, et également ce qu'on appelle la map, la cartographie applicative, qui était le dernier tableau de bord qu'on avait mis en place l'an dernier. Et on va retrouver également de nouveaux widgets, qui eux sont totalement nouveaux, qui vont être le graphique, qui va nous permettre de représenter de la métrique, on va le voir juste après, de manière histogramme en fait, un peu à la manière d'un histogramme, d'un graphe. Le graphe des métriques qu'on va retrouver dans la fiche détail, en est un bon exemple, et la jauge. La jauge qui va nous permettre de représenter de l'information sous la forme d'une jauge qui va afficher un min, un max, et les différents seuils qu'on a pu paramétrer au niveau du point de contrôle. On va commencer par la liste des statuts, puisque ça fait partie vraiment des tableaux de bord historiques les plus utilisés. Elle a de nombreuses fonctionnalités, elle est très pratique, donc c'est quelque chose sur lequel on a vraiment voulu apporter de la richesse fonctionnelle et une ergonomie nouvelle. On voit qu'à partir du moment où on ajoute un widget, par exemple ici une liste des statuts, il va nous positionner sur une modale qui va nous permettre de choisir plusieurs choses. La première chose qu'on va pouvoir sélectionner, c'est la société ou le site. Par défaut, on va être sur la société courante, mais on a tout à fait la possibilité de descendre sur un site ou d'activer, on voit la petite maison sur la droite, les comtés subordonnés, qui vont nous permettre d'aller chercher des listes des statuts qu'on aurait déjà définies. Et c'est là où c'est très important, ce que je vous disais avant, la liste qui va être présentée ici, c'est la liste des différents dashboards liste des statuts qu'on avait définis il y a peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, dans configuration reporting. Donc tous les tableaux de bord historiques de type liste des statuts sont bien sûr accessibles et vous pouvez les utiliser, et d'ailleurs vous allez les utiliser puisque c'est la manière de faire, pour créer ce widget. Ce widget, c'est un conteneur pour une liste des statuts que vous avez déjà définie. Donc toute votre richesse de paramétrage actuelle, toute votre logique de paramétrage de tableau de bord, vous la récupérez telle quelle. Et vous pouvez même rentrer directement en édition d'une des listes des statuts avec le petit crayon à droite en bout de chaque ligne. Donc je vais sélectionner une liste des statuts, je vais valider, et cette liste des statuts va venir remplir mon widget, avec donc une ergonomie nouvelle, un affichage un petit peu nouveau, mais des colonnes que vous connaissez, puisqu'il n'y a pas de nouvelles colonnes à proprement parler. On va retrouver les sociétés, les équipements, les services, les dernières analyses. On va voir qu'on peut toujours réaliser les actions qu'on pouvait réaliser sur la liste des statuts, mais qui dit ergonomie nouvelle, dit fonctionnalité ergonomique nouvelle. Par exemple, on va avoir la possibilité de redimensionner des colonnes, de redimensionner le widget globalement, comme on le fait ici. On va avoir également la possibilité de renommer le widget en lui-même, donc de lui donner un titre beaucoup plus parlant. On verra après qu'on peut également mettre dans ce titre une image, c'est l'icône qui est juste à gauche du crayon. On va avoir la possibilité, bien sûr, comme je vous disais, de réaliser toutes les actions, donc contrôle immédiat, acquittement, ouverture des fiches détail, équipement service, toutes ces opérations qu'on réalisait déjà sur la liste des statuts actuellement, mais comme on le voit ici, redimensionnement de colonnes, tri, et ça c'est très important puisque c'est quelque chose qu'on n'avait pas
sur la liste des statuts actuels qui nous était beaucoup demandé. Donc on apporte une vraie souplesse là-dessus. Et le tri va plus loin puisqu'on a la possibilité avec une combinaison de touche Shift, de faire du tri multiple, donc du tri multicolonne. Ce qui va être très intéressant si on veut par exemple tous les équipements d'un site dans tel statut. Et on peut aller jusqu'à 4-5 colonnes, il n'y a pas de limite au niveau du tri. Donc là on apporte une richesse fonctionnelle par rapport au périmètre actuel de la liste des statuts. On va également avoir la possibilité de masquer ou d'afficher des colonnes de manière à épurer la liste si on veut se concentrer sur une information. Il ne faut jamais oublier que la représentation de l'information, c'est n'afficher que ce qui est nécessaire. Quand on a trop d'informations, on a un risque d'avoir de la confusion, de passer à côté d'informations importantes. Donc le fait d'épurer aussi les colonnes, ça peut nous permettre, si par exemple on a une liste des statuts sur un seul site, de ne pas afficher la colonne société puisqu'elle n'est pas très pertinente dans ce contexte et de se concentrer sur le reste. Le second widget, c'est le widget jauge. La jauge, donc comme je vous l'indiquais en introduction, va permettre ici de représenter une métrique. Donc là, on est totalement dans un nouveau widget, il n'y avait pas d'équivalent sur les tableaux de bord historiques. Et va nous permettre de nous focaliser ici sur une seule métrique, donc généralement une métrique qui est plutôt critique, qu'on va souhaiter représenter soit de manière graphique ici en jauge, et on va voir qu'on a également la possibilité d'avoir ce qu'on appelle une vue synthèse, qui est celle-ci, qui va nous permettre de représenter la valeur sans l'affichage graphique de la jauge. L'intérêt principal, c'est qu'on est beaucoup plus compact dans l'affichage. Et vous allez me dire, mais du coup, comment on sait qu'on dépasse le seuil puisque on ne voit plus la jauge? La couleur de la valeur et de son unité change. Donc là, on voit ici qu'elle est verte. Change si on a dépassement de seuil. Donc orange si warning et rouge si critique. Ça peut être des choix ensuite de définition de tableau de bord. Il ne faut pas oublier que les tableaux de bord, actuellement et encore plus avec le DataVis, sont très pertinents autant pour des affichages postes de travail, donc pour une plateforme d'exploitation, pour une hotline, qui peut être amené à utiliser ces tableaux de bord-là, mais peut être également très pertinent pour des affichages télé. Et là, on ne va pas designer le tableau de bord de la même manière, puisque sur une télé, on aura souvent télé ou très grand écran, un affichage qui sera beaucoup plus défini, donc on va pouvoir ajouter beaucoup plus d'éléments, et une diagonale d'écran qui sera plus grande également, il ne s'agit pas d'être défini, il faut que ça reste lisible. Ça va nous permettre donc de mettre plus de widgets, de les rendre plus grands, donc là on peut être amené à mettre des jauges en pleine taille. On a laissé de la souplesse justement pour permettre de s'adapter à un maximum de situations. Donc ici, au niveau de ma jauge, j'ai également la possibilité d'afficher directement la fiche détail de ma métrique concernée. Toujours pareil, dans un souci d'efficacité, je vais pouvoir accéder à ma fiche détail et consulter mon graphe des métriques. J'ai également la possibilité, comme on l'a vu tout à l'heure sur la liste des statuts, chaque widget a ce qu'on appelle une modale de configuration, une petite fenêtre qui va s'ouvrir, et en fonction du widget, qui va être bien sûr différente. Je voulais vous montrer cet exemple sur le widget jauge, puisqu'elle est quand même différente. La fenêtre est beaucoup plus fournie que ce qu'on a pu trouver sur la liste des statuts, parce que la liste des statuts, il s'agissait simplement d'aller chercher quelque chose qu'on a déjà défini dans l'onglet configuration reporting, puisque c'est de l'historique. Ici, on est vraiment sur un nouveau widget, on n'a aucune notion d'héritage. On est vraiment, toute la configuration va se passer dans cette modèle. Donc on va pouvoir choisir de la même manière la société, le site, compte et subordonné, on va pouvoir filtrer sur les catégories d'équipements, sur des étiquettes, sur des catégories de services, et ensuite on va pouvoir, dans une liste sur laquelle on peut rechercher également, on va pouvoir accéder au point de contrôle qui nous intéresse. Au sein de ce point de contrôle, on va pouvoir sélectionner une métrique. On voit ici qu'on était sur un ping, donc on va avoir plusieurs métriques possibles au niveau d'un ping, on en a 4, PL, RTA, RTmax et RTmin, et sélectionner la métrique qui nous intéresse, pour laquelle on va pouvoir modifier ou définir, en fonction de ce qui est déjà renseigné, un min, un max, qui seront donc eux uniquement pour la représentation de la jauge, et hériter, s'il est déjà défini au niveau du point de contrôle, sinon le spécifier, les seuils d'alerte, le seuil d'alerte et le seuil critique.
Donc là, ce qui est intéressant, hein, si on a défini au niveau de notre point de contrôle, et ça devrait être normalement toujours le cas, un seuil d'alerte et un seuil critique, qui sont bien sûr automatiquement récupérés, on n'a pas à refaire la configuration au niveau de cette modèle. Et ils seront représentés donc par la barre orange et la barre rouge qu'on voit au niveau de la jauge. Le troisième widget sur lequel on a également travaillé en tant que nouveau widget, hein, qui n'est pas hérité, c'est le widget graphe. Donc celui-là, il reprend en grande partie l'ergonomie du graphe de métrique que vous avez dans la fiche détail onglet métrique pour un équipement ou un service unitaire, mais il va vous permettre de spécifier directement et donc de visualiser différentes plages. On va pouvoir visualiser une métrique donnée sur les 3 derniers jours, sur le dernier jour, donc toujours en glissant, et sur la dernière heure glissante. Donc différentes façons de représenter l'information. Pareil, là ça va être intéressant, moins pour les dépassements de seuil, qui était quelque chose qu'on va plutôt suivre avec la jauge, puisque là ça va être flagrant, même qui plus est en mode synthèse, où on voit vraiment la valeur unique qui va changer de couleur directement quand le seuil va être dépassé. Ici, on est sur du graphe, ça va nous permettre de visualiser des pics, de visualiser l'évolution dans le temps de notre métrique. Ce qu'on faisait déjà en allant souvent dans la fiche détail, là on s'économise des clics et on est plus dans une logique de dashboarding. Donc on va pouvoir la mettre à côté d'autres éléments. Encore une fois, pensez vraiment affichage télé, affichage exploit, le moins de clics possible et toutes les informations sous les yeux. En tout cas un maximum. Notre widget, et pas des moindres, qui va être le widget map. La map, vous connaissez, c'est un tableau de bord qu'on a ajouté un petit peu plus récemment que les autres, en tout cas, c'est un tableau de bord de l'an dernier, qui vise à représenter de manière assez libre, hein, puisqu'on travaille sur un canevas, qui est totalement blanc au départ, des services unitaires, des services utilisateurs, des équipements, plus récemment des métriques, également des valeurs de métriques, sur des fonds d'images sur lesquels on peut dessiner des formes, des cercles, des carrés, tracer des flèches pour des relations. C'est assez souple. Ce tableau de bord-là est généralement très utilisé pour faire de la cartographie applicative, puisqu'il s'y prête assez bien, et de la cartographie tout court, finalement. On va cartographier comme on l'a fait ici, un data center. On peut cartographier différents sites avec les liaisons réseau entre ces sites. On peut aller assez loin finalement sur les possibilités. C'est très très ouvert, selon les clients, on a vraiment tous les cas. On peut tout à fait cartographier un aéroport. Pour certains qui ont suivi des démos récemment, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en démo, hein. Des cartes d'aéroport avec des points d'accès Wi-Fi, avec des portes de parking, etc. Donc il y a beaucoup de possibilités sur ce dashboard, ça c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau en revanche et ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a ajouté en tant que widget, donc de la même manière, on va pouvoir le représenter. Sur ce type de widget, on a souvent beaucoup d'informations, comme on le voit ici. Il n'est pas toujours aisé, en fonction de la taille des écrans, que ce widget soit très lisible en l'état. C'est pour ça qu'on a fait deux choses. La première chose, c'est une vue synthèse, qui va nous permettre, donc qui va enlever évidemment la richesse de la représentation map, mais qui, comme son nom l'indique, va nous présenter une vue très synthétique de tout ce que présente cette map. Et ça peut avoir également beaucoup d'intérêt, puisqu'on peut avoir une map avec potentiellement une centaine de points de contrôle qui vont changer de couleur au niveau d'une cartographie, d'un schéma réseau ou autre. En le passant en mode synthèse, on va avoir 3x4, 12 pastilles qui vont nous permettre de savoir en un coup d'œil quels sont les services unitaires, quels sont les équipements et quels sont les services utilisateurs qui ont eu un changement de statut. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant également, voire même d'afficher la même map, une fois en vue synthèse et une fois dans sa vue globale, ce qui nous permet de représenter la même information, mais de deux manières différentes. Il n'y a absolument rien qui nous l'interdit, c'est même intéressant. Si on souhaite toutefois conserver cette visualisation map qui a plein d'intérêt, on a reporté bien évidemment le mode plein écran qui est déjà utilisé dans le dashboard actuel, en mode carrousel, et qui a l'immense mérite d'être beaucoup plus lisible. Autre widget, vous connaissez déjà normalement la carte des équipements, la carte également des services utilisateurs. On a fait un choix ici qui est de regrouper
au sein d'un même widget ces deux éléments. Pourquoi? Puisque la représentation et le fonctionnel est très très proche sur les deux. Ça permet d'éviter de surcharger la bibliothèque de widgets avec deux variantes, ce qui ne veut pas dire, bien évidemment, que sur la même carte, on va confondre équipement et service utilisateur. On va rester sur la même logique fonctionnelle, mais on va avoir un seul widget qui va nous permettre, au choix, d'afficher une carte des équipements ou une carte des services utilisateurs, donc des météos. On est ici sur l'exemple de la carte. Comme je vous le disais pour la liste des statuts, on a profité du passage en widget pour avoir une ergonomie beaucoup plus actuelle. Donc on va voir ce que ça implique également. Donc on est ici dans le choix, vous voyez, on a la possibilité au niveau du sourcing de ce widget, soit de se sourcer sur un dashboard historique qui était carte des équipements, soit sur une carte des météos des services, avec les mêmes filtres que la liste des statuts sur les sociétés. Donc ce qu'on a vu ici au niveau de l'ergonomie, on a toujours la possibilité, bien sûr, fonctionnelle, on est à isopérimètre fonctionnel, hein, donc les remontées d'alerte, les notifications sonores, la recherche sur le menu de droite, tout ça c'est toujours présent, mais on a une représentation un petit peu plus actuelle, notamment au niveau du design. On a optimisé également la partie zoom dézoom, on avait beaucoup de soucis là-dessus, de performance notamment, et puis d'appels qui ont été optimisés. On voit que maintenant l'activation du son se fait par une petite icône en haut, l'affichage du tableau pareil, et on a reporté bien évidemment également le mode plein écran, qui également dans une représentation carte, comme sur la map qu'on a vue avant, est quelque chose de pertinent, puisqu'on va potentiellement représenter des zones assez larges, donc c'est intéressant de l'avoir en plein écran. Le widget suivant, pareil, c'est quelque chose que vous connaissez sûrement, que vous utilisez peut-être. C'est un tableau de bord très historique, hein, qui est assez ancien, qui est le suivi du parc par famille, qui va nous permettre de représenter donc, des sociétés et des sites, et pour chacune d'entre elles, on va retrouver les services utilisateurs, les équipements, et les services unitaires, avec une vision très très synthétique pour le coup, parce qu'on n'est plus du tout dans la logique liste des statuts, une vision très synthétique de leur état, de leur statut, avec la possibilité de rentrer dans le détail. En cliquant dessus, on bascule, on va le voir, hein, sur l'exploitation technique. Ça c'est quelque chose qui était déjà existant également. On a rajouté du coup du fait du passage en mode widget, ça nous donne beaucoup plus de souplesse sur la représentation des tableaux. Donc on a rajouté une notion de pagination. Si on a beaucoup de lignes, on va avoir la possibilité de paginer, de passer du coup à la page suivante avec les flèches de droite et de gauche que vous voyez en fin de widget qui sont ici grisées. Donc ça va avoir également un intérêt en termes de visibilité si je veux justement avoir mon widget petit. Donc on l'a vu ici, hein, à partir du moment où on clique sur un élément, on est basculé dans l'exploitation technique. Si on clique sur un service utilisateur, on va être basculé dans la météo des services. Donc ça c'est quelque chose qui ne change pas. Et on va avoir également un mode plein écran pour ce suivi du parc par famille. L'autre widget assez proche, hein, c'est le suivi du parc par catégorie de service. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est historique, qui est assez utilisé et qui va nous représenter pareil pour les différentes sociétés, pour les différents équipements, le statut par catégorie de service. Donc avec des catégories qui sont définies au niveau du produit, chaque modèle de service étant rattaché à une catégorie, on va pouvoir rapidement identifier au sein d'un parc, qui soit interne ou client, l'état global et les points d'attention. Si on voit par exemple qu'on a l'applicatif ou le disque qui est en rouge sur l'ensemble du parc, il y a peut-être un problème plus global, ça va nous permettre de faire de la corrélation en disant bah, si j'ai un problème de disque sur l'ensemble de mon parc, il y a peut-être un problème au niveau de babé, de stockage, on peut avoir d'autres soucis que simplement un indicateur isolé qui va remonter sur une de mes VM par exemple. Donc ça c'est quelque chose de très intéressant. On a reproduit la même logique, on a ici permis de la pagination, on a gardé le fonctionnel, hein, on voit ici la possibilité de lancer un certain nombre d'actions sur les équipements, la petite pop-up qui apparaît quand on clique sur une bulle au niveau du tableau ou en en-tête, hein, on l'a aux deux endroits. L'en-tête va nous permettre d'avoir une synthèse de toute la colonne, qui va nous permettre également de prendre des actions, de l'acquittement, lancer un contrôle immédiat. Ça c'est toutes des choses qui étaient
déjà possible et qu'on a bien entendu conservé dans cette logique de widget. Et également, bien sûr, un mode plein écran pour ce suivi du parc par catégorie, puisqu'on le voit ici, on a vite de l'information dense. Donc il peut être intéressant, ou ne serait-ce que d'avoir un cas d'usage qui est finalement assez courant aussi, qui est de dire je définis mon tableau de bord sur une télé, je laisse une souris à côté, puisque ma télé est branchée à un PC, ou ma télé est capable de gérer une souris. Et en passant à côté, en voyant une alerte sur ce type de tableau de bord, je clique sur le mode plein écran pour aller voir un petit peu plus en détail et je l'enlève ensuite. C'est un cas assez courant également, avec toujours la possibilité d'interagir finalement avec mon tableau de bord. Je passe un petit peu plus rapidement sur des éléments mineurs. On a la possibilité également d'avoir un widget de texte, c'est ce qu'on voit ici en haut à gauche où il y a marqué Parc client. C'est de la même manière des widgets qu'on va pouvoir placer, redimensionner, on va pouvoir taper du texte à l'intérieur. Là, l'intérêt, c'est plus d'organiser l'information qu'on va représenter. Ça ne servira pas forcément sur tous les tableaux de bord, mais ça peut avoir du sens d'utiliser ces widgets-là pour nommer, organiser. Là, volontairement, j'avais fait un tableau de bord un petit peu dense, sur lequel on va retrouver beaucoup d'informations. On voit qu'on a également la possibilité, dont je vous parlais en début de présentation, d'ajouter des images sur les différents widgets au niveau des titres, de les combiner avec le titre. Donc là, typiquement, c'est intéressant quand on va avoir par exemple des maps qui vont, ou comme ici une jauge, qui va superviser un élément précis. Donc là, on sait qu'on veut surveiller absolument la connectivité réseau, donc le ping de notre serveur MySQL de prod, parce que c'est quelque chose de sensible, qu'on a souvent des problèmes de latence vers ce serveur, et ben c'est quelque chose qu'on va surveiller. On fait de la supervision applicative, je reste dans l'exemple de MySQL, on a des requêtes qui vont nous renvoyer des résultats qu'on va tester, qui vont nous permettre de savoir, même de la donnée métier, hein, qui vont nous permettre de savoir par exemple quel est le... On peut même aller jusqu'à de la supervision très métier, savoir quel est le chiffre d'affaires d'une caisse enregistreuse dans un magasin. Si on a une requête qui va nous renvoyer ce résultat associé à un point de contrôle MySQL, on va être tout à fait capable de placer des seuils et d'avoir une supervision métier finalement avec un tableau de bord de ces informations-là, identifiables très facilement puisqu'on aura mis des images qui correspondront par exemple au type de magasin ou au site géographique ou quelle que soit la marque ou la techno derrière. Donc c'est quelque chose qui va être intéressant aussi bien dans un usage purement informatique que dans un usage plus orienté client final qui serait potentiellement éloigné de la pure supervision de techno, mais vraiment de la supervision métier. On va avoir également la possibilité d'ajouter un dashboard qu'on a défini en favori. On voit à gauche que ça nous ajoute une petite étoile et que ça va remonter ce dashboard dans la liste. Ça nous permet d'y avoir accès tout de suite. On peut également le définir par défaut, et donc il ne peut y avoir qu'un dashboard par défaut. Et ça va lui mettre une petite pastille rouge qui va le remonter tout en haut. Autre fonctionnalité, la duplication. La duplication est intéressante puisqu'on va passer parfois du temps, et encore plus maintenant qu'on peut placer plusieurs éléments sur un même tableau de bord, ce qui n'était pas le cas avant, on va passer du temps à designer. On peut avoir envie, pour X raisons, de faire quelques petites variantes, mais pour autant de garder la même base. Il est tout à fait possible de dupliquer un dashboard, il va nous l'instancier à l'identique, en changeant le nom, et on va pouvoir y revenir et y agir de manière totalement décorrélée du premier. Autre fonctionnalité qui va plaire à nombre d'entre vous, puisqu'actuellement vous le gériez pour la plupart avec des plugins de navigateur comme Tab Rotator par exemple ou autre, c'est la fonctionnalité de défilement. La fonctionnalité de défilement va nous permettre avec un mode play stop et une temporalité qui va être définie, un intervalle qui va être défini dans l'administration de la solution, donc dans configuration tableau de bord, de faire défiler de haut en bas et de manière cyclique, les différents tableaux de bord qu'on aura définis. Donc ça peut aller de 1 minute jusqu'à 10 minutes. Ce qui est très intéressant, dans le cas où, encore une fois, je reviens sur mon affichage télé, mais c'est vraiment un cas concret et réel. On est dans un affichage télé, le principe de l'affichage télé, c'est qu'il y a rarement quelqu'un à côté avec une souris pour faire défiler les tableaux de bord. Donc là, ça prend tout son sens d'avoir un tableau de bord
par exemple par client critique, un tableau de bord interne et un tableau de bord client. Il peut y avoir un tableau de bord très applicatif et l'autre très technique. Pourquoi pas, on peut imaginer beaucoup de choses. Et faire défiler ces différents tableaux de bord avec un cycle de 1 à 5 minutes, de manière à avoir une vue d'ensemble régulière dès qu'on passe devant, dès qu'on lève la tête. Ça maintenant, il n'y a plus besoin de plugin, c'est intégré directement dans le DataVis et on va pouvoir lire, activer en tout cas ou désactiver ce défilement avec le bouton play. Un dernier mot sur le DataVis, avant d'aborder les autres points de ces versions, pour vous donner un petit peu de visibilité sur le travail de l'équipe de développement également, puisque c'est quelque chose qui est maintenant en finalisation de dev, donc on n'est plus sur de l'hypothétique du tout. On est en train de préparer la possibilité de partager ces tableaux de bord, donc ces tableaux de bord DataVis, de générer un lien qui pourra être diffusé et qui pourra permettre d'afficher le tableau de bord en mode, ce qu'on appelle un mode public, donc qui ne nécessitera pas d'authentification, qui va nous permettre d'afficher donc pour un client ou sur un écran ou autre qui ne permet pas d'authentification, qui permet simplement d'accéder à une URL directement à un tableau de bord. Donc l'intérêt c'est aussi toujours de pouvoir partager à des équipes ou à des clients un certain nombre de visualisations qu'on contrôlera bien entendu, hein. On a toujours la possibilité de révoquer ce partage à tout moment. Mais voilà, c'est quelque chose qui nous était beaucoup demandé et qu'on a souhaité développer, mettre en place, et qui prend tout son sens, en particulier avec cette nouvelle structure qui nous permet d'avoir des tableaux de bord beaucoup plus riches, puisque combinant des sources de données différentes, des représentations différentes. Voilà. Donc vous en saurez plus très rapidement, c'est quelque chose qui va arriver en version 4.3. La fin du support des services Nevbox en Ubuntu 12. Vous avez normalement, en tout cas je l'espère, tous vu dans la release note 4.0, puisqu'on a déjà commencé à en parler dans la release note 4.0, que le support des box, le support d'Ubuntu en fait à la base, hein, déjà d'Ubuntu 12.04 n'est plus supporté en LTS depuis avril 2017, donc ça commence à faire un petit moment maintenant, ça fait plus de 2 ans. Et on a donc pris la décision, puisque le produit également doit avancer et on peut pas supporter des éléments qui ne sont eux-mêmes plus supportés au niveau LTS, on n'aurait plus aucun filet en cas de problème. Donc on ne fera plus progressivement, on ne fera plus de mise à jour des box à partir du 1er juin et ces box ne remonteront plus d'informations à partir du 1er septembre. Au-delà de ces dates, je vous encourage dès à présent, si ce n'est pas encore fait, à vraiment prévoir la migration de votre parc de box. Pour ça, on fournit en 4.0 et on va le voir également en 4.1 des outils. Le premier outil, c'est une procédure de remplacement qui est couplée à un script qui a été mis à partir de la version 4.0 sur les box et qui permet de largement faciliter et automatiser la migration d'une box vers une nouvelle VM pour avoir votre box en Ubuntu 16.04. Je vous encourage vraiment, si ce n'est pas déjà fait, à vous intéresser à cette procédure, elle n'est pas extrêmement complexe. Et le second élément qu'on a mis en place et qui va également grandement faciliter l'identification des box concernées, ça c'était quelque chose de plus complexe avant, c'est pour ça qu'on a mis ce point de contrôle, c'est le point de contrôle check SNB version qui sera automatiquement, et j'insiste là-dessus, ajouté sur l'auto-supervision des box à la montée de version en 4.1 et qui va permettre d'identifier pour chacune des box sa version et qui va vous remonter en rouge si la box est sur une version d'Ubuntu 12. Donc on est bien sur la version de l'OS et pas sur la version ServiceNav de la box, qui aurait moins d'intérêt pour le coup. On va parler maintenant, comme pour chaque présentation des nouveautés, des plugins, hein, puisque vous savez que sur chaque version, on essaie d'enrichir le catalogue de plugins en apportant de nouveaux éléments supervisés,
en faisant de la refonte, comme ça va être le premier sujet, de nos éléments déjà en place, de faire des évolutions, de manière à fournir le catalogue le plus large possible sur les nouvelles technologies, sur des technologies existantes qu'on optimise. Donc le premier point sur lequel on a souhaité travailler, c'est un axe fort de développement sur cette année, et j'en parlerai dès la prochaine version de manière beaucoup plus soutenue, c'est la supervision Azure. On est en train de développer toute une gamme de points de contrôle sur la supervision Azure. Donc pour ça, on a fait le choix de séparer le compte de supervision actuel qui s'appelait Azure Office 365, qui servait aux deux puisqu'on avait très peu de propositions sur Azure. Là, on va commencer à en avoir pas mal. Donc l'idée, c'est de dire le compte de supervision Office 365 n'est pas nécessairement, même assez rarement, le même que celui qu'on va utiliser pour nos points de contrôle Azure. Donc pour que ce soit géré correctement dans nos nouveaux plugins, il a été nécessaire de splitter, de séparer dès à présent les deux comptes. Donc pas de panique pour les comptes existants. Votre compte existant qui était utilisé la plupart du temps pour Office 365 reste actif, reste renseigné, c'est juste qu'il change de nom. Il va s'appeler Office 365. Et on a un compte Azure qui va être créé, qui sera vide, que vous pourrez, donc dès la 4.1 en production, que vous pourrez commencer à renseigner au niveau des sites, au niveau des équipements, en prévision des nouveaux plugins Azure qui vont arriver. On a également fait une passe sur une techno qu'on couvrait pas vraiment pour l'instant, qui est le F5 BIP, donc sur laquelle on a proposé un ensemble de points de contrôle ici, en SNMPv3, puisque c'est quelque chose qui devient de plus en plus systématique. Donc que ce soit sur le statut de l'alimentation, l'état des ventilateurs, la température du châssis, etc. Donc ça, c'est pareil, vous retrouverez vraiment en détail le paramétrage de chaque plugin dans le catalogue. On a également fait une évolution cette fois sur des points de contrôle qui existaient, qui étaient des points de contrôle liés à FortiGate, mais qui maintenant vont être compatibles en SNMP v3. Pareil, c'est quelque chose, on a vraiment mis l'accent sur le SNMP v3, ça va continuer puisqu'on a vraiment un besoin et une demande aussi là-dessus de faire évoluer un certain nombre de points de contrôle sur ces prérequis. Pour des raisons de sécurité principalement. Nouveau point de contrôle également, le Domain Name Expiration Checker. Donc lui, son rôle, ça va être de contrôler la date d'expiration sur un nom de domaine qu'on va passer en paramètres et de nous alerter par rapport à l'expiration. Donc on va pouvoir spécifier des seuils d'expiration et le point de contrôle va changer d'état si on a un nombre de jours qui va atteindre ces seuils. Donc l'intérêt de ce point-là, ça va être de pouvoir contrôler des domaines et d'anticiper surtout les expirations, de manière à pouvoir prendre des actions avant d'avoir des problèmes. Donc on est vraiment dans la logique de la supervision, on peut aller même jusqu'à dire qu'on est sur de la supervision plus orientée fonctionnelle ici, puisqu'on n'est pas dans du pur technique, on va être sur du domaine, donc sur de l'application web. Et ici l'intérêt, ça va être le prérequis ici par contre, bien sûr, c'est que votre box doit avoir accès à Internet. Je sais qu'on a un certain nombre de partenaires qui peuvent avoir des box qui ne sont pas reliés pour des raisons de sécurité. Lui forcément, là pour le coup, il va avoir besoin, sur ce cas particulier, d'avoir accès à Internet pour fonctionner correctement. Donc là c'est plus un rappel, vous le savez normalement tous, les catalogues de plugins, donc pour le mode box et le mode agent. Ce qu'on a présenté ici, c'est du mode box pour l'ensemble des nouveautés. Le catalogue est mis à jour en continu, à chaque nouvelle version, on a des mises à jour du catalogue. Le catalogue est mis à jour lorsque la version est montée en production, est mise en production, pour pas avoir de confusion sur des utilisateurs qui restent y référer pour voir ce qui existe et ce à quoi ils ont accès à l'instant T. C'est un catalogue qui est mis à jour à la mise en production, donc là la version 4.1. La mise en production, on en a encore pour à peu près une dizaine de jours avant qu'elle soit sur la plateforme SaaS. Vous aurez une communication là-dessus, bien entendu. Donc le catalogue sera mis à jour sur ce timing.
L'évolution de l'interface, du coup, j'en ai déjà parlé un petit peu avant, je ne vais pas forcément y revenir ici. Donc, nouveaux sous-menus qui vont nous permettre d'accéder aux éléments directement sans avoir à charger déjà une première page et ensuite charger la suivante. On a vu qu'à l'usage, on avait quand même un gain d'efficacité là-dessus. Les prochains rendez-vous avec l'équipe, on a quelques dates sur le Tech Data Tour pour les personnes qui participent et on sera au CRIP le 18 et 19 juin. Et vous aurez également de nouveaux webinaires, vous aurez prochainement les dates, et notamment sur les versions 4.2, 4.3, quand celles-ci seront disponibles. Je vous remercie pour votre écoute.